bonsoir et merci de nous accepter chez vous pour ce grand rendez-vous de l'information. En face de nous, Trifon Kiki Moulumba, professeur d'université, ministre du gouvernement national en charge des postes, téléphones et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est également président fondateur du Parti pour l'Action, membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Trifon Kiki Moulumba est un grand communicateur qui n'est plus à présenter. Face à lui, d'autres communicateurs, en tout cas des journalistes issus de l'audiovisuel congolais. J'ai à ma gauche Ludo Balekelai de la radio-télévision nationale congolaise et à mon extrême gauche Hilda Odia qui est de Canal Congo Télévision. À ma droite, Jolie Duyoka qui nous vient de Télé 50 et à mon extrême droite, John Omombotokai de la RTVS 1. Monsieur le ministre, on ne va pas commencer par une autre question que celle qui vous concerne naturellement en tant que ministre des postes, téléphones et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous veniez de totaliser exactement 2 ans de fonctions avec le gouvernement dirigé par Augustin Matata Pogno. En 2-3 lignes, quelles ont été vos grandes réalisations en ces 2 ans qui peuvent retenir l'attention de l'opinion publique, à votre avis? Merci infiniment, Monsieur Bolisson. Oui, c'est toujours difficile de faire son propre bilan, mais je vais aller très vite. La 3G est une réalité. Aujourd'hui, dans la partie ouest du pays, vous pouvez télécharger, ce qui était impossible il y a quelque temps. L'Internet haut débit est une réalité. Je ne veux pas dire qu'on a tout réglé, mais les solutions sont là. Les capacités sont là. Pour avoir les capacités, il fallait commencer par le commencement. Eh bien, nous avons ouvert le point d'atterrage de la fibre optique. Nous avons ouvert le pays à la société de l'information par Mwanda. La première phase Mwanda-Kinshasa est fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur le point d'atterrage? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit? La réalité est là. Au niveau de Kinshasa, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit? La réalité est là. On a dit que c'était un éléphant blanc, orange, qui n'est pas présenté, qui était l'un des poids lourds au monde, à pleurer pour avoir accès aux capacités de cette fibre optique. J'ai autorisé ça, bien sûr, il y a quelques semaines. Donc, tous les gros opérateurs sont déjà aujourd'hui arrimés à la fibre optique. Bien, et pour ça, il fallait payer des dettes au niveau du consortium WAX. Nous y avons donné les solutions. Pour cela, il fallait payer une 30aine d'années de dettes au niveau de l'UIT. Nous avons payé. Aujourd'hui, le Congo a recouvert le droit de parole et bien sûr le droit de vote. Vous savez, les télécommunications sont gérées au niveau planétaire. Ce n'est pas géré au niveau du Congo parce que c'est un espace. Et donc, c'est l'UIT qui gère les télécommunications. Et dans chaque pays, l'UIT a réglé l'affaire en mettant en place une régulation. Donc, il y a le pouvoir, le gouvernement, il y a la régulation, il y a les opérateurs. Donc, voilà, on est, si vous voulez, 3 parties prenantes. Le gouvernement, la régulation, les opérateurs, qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient les fournisseurs d'Internet. Donc, le gouvernement trace les lignes et met en place une politique, ouvre l'espace aux opérateurs. La régulation est là. Alors, on ne peut pas faire tout à la place de la régulation, on ne peut pas faire tout à la place des opérateurs, mais les capacités sont là. Autre chose, ce que je voulais dire, c'est que la deuxième phase, qui va de Kinshasa au Katanga, à Kasumbalesa, elle est bientôt terminée. Il nous reste quelques kilomètres encore pour boucler la boucle. Il y a une autre ligne qui va de Kasumbalesa, de Liquid Telecom jusqu'au Katanga.
il y a une troisième ligne, une redondance qui va de Inga jusqu'au Katanga. Donc nous avons les capacités et c'est ça qui a fait dire au secrétaire général de l'UIT, M. Hamadoun Touré, qui a visité notre pays et on ne vient pas visiter un pays lorsque ce pays est un trou noir, qui a visité notre pays lors des journées des télécommunications, de la technologie de l'information et de la communication, de la société de l'information, récemment, qui a visité notre pays et qui a déclaré à son retour à Genève que le Congo avait effectivement rejoint la Société mondiale de l'information. Dans l'entretemps, vous avez tenté de ressusciter la Poste, mais apparemment elle a refusé de revenir à la vie. Bien, là aussi, vous faites bien de me poser la question parce que voilà, c'est un opérateur qui s'appelle la SCPT. Le ministre que je suis n'est pas l'ADG de la SCPT. Il y a un projet qui consiste à scinder la SCPT en 3 entreprises. Nous sommes 2 à conduire ce projet, ma collègue du portefeuille et moi-même. Alors, si vous voulez, je peux ajouter encore le point CD. On en a beaucoup parlé. Depuis que l'Internet existe, le point CD est logé à l'étranger. Nous nous sommes battus pour que le point CD avec l'ICANN, qui gère à l'échelle planétaire, si vous voulez, la gouvernance de l'Internet, pour que ce point CD puisse être rapatrié. Autre chose, je crois que vous avez connu, à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la CP, hier la ZAP, on avait un bâtiment de l'UIAT, Union africaine des télécommunications. Eh bien, le Congo était le siège de l'UIAT. On a perdu ce siège, qui est aujourd'hui à Nairobi, au Kenya. Nous nous battons depuis plusieurs mois pour rapatrier, récupérer notre siège, et nous allons le récupérer. Merci. Mais depuis plusieurs mois, vous êtes plus illustré dans la redynamisation ou la matérialisation de la campagne dite Kabila Désir. Et pour vous questionner là-dessus, je vais passer le micro à ma consoeur Jolie Dioka de Télé5. Bienvenue, Excellence. Merci. Kabila Désir, mon confrère m'a introduit. C'est quoi l'objectif exact, le vrai objectif de Kabila Désir? Les vrais objectifs, c'est ce qu'on a. C'est ce que nous avons déclaré fin août et fin juillet, et que j'ai été présenté en Europe, à l'international, début août, juillet-août. Et qu'il y a encore récemment, quelques jours, nous avons expliqué lors d'une matinée scientifique à l'auditorium du camp ski Fleuve Congo-Tel. Qu'est-ce que nous voulons? S'il n'y avait pas diabolisation de Kabila, s'il n'y avait pas déni des vérités, si une certaine campagne périphérique ne s'était pas développée de manière intensive, il n'y aurait jamais eu Kabila Désir. Je l'ai dit, Kabila Désir, c'est un cri de cœur. N'est-ce pas une manière pour vous de vous maintenir au pouvoir? Bah écoutez, madame, s'il vous plaît, ne descendez pas si bas. Je n'aime pas beaucoup non, de questions comme ça. C'est une question qui est vraie. Maintenir au pouvoir qui? Vous-même et Kabila. La question, c'est une question de fond. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Donc, il y a, madame, aujourd'hui un déni de vérité. Dans ces pays, chaque jour, le gouvernement effectue 2 réalités. Dans ces pays, chaque jour, le pays avance à vue d'œil vers la prospérité. Regardez, madame, l'économie ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Madame, il y a quelques années, quitter le centre-ville, rejoindre l'aéroport était impossible. Eh bien aujourd'hui, vous y allez, 30 minutes suffisent. Sur une avenue, un boulevard qui a 8 voies. Même en Belgique, même en France, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça. La ville est en train de bouger. Les infrastructures, les chantiers d'infrastructures n'ont jamais été aussi nombreux. Le taux de croissance, parlons-en. Mais on est dans un taux de croissance proche de 2 chiffres. Mais le président Obama a réuni
il y a quelque temps, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement à Washington. Il a parlé de quoi? De deux choses. En dépit des guerres qui frappent l'Afrique, en dépit des famines qui frappent l'Afrique, en dépit de tout, l'Afrique est le continent où il y a le taux de croissance le plus robuste. L'Afrique est le pays, le continent où les marchés des télécoms sont... Ne trouvez-vous pas normal que le président et que le gouvernement puissent emmener le pays en avant pour que vous puissiez créer Kabila Désir? C'est normal. Pardon, je n'ai pas compris la question. Je disais que c'est normal que le président et le gouvernement tout entier puissent faire en sorte, travailler de sorte que la République démocratique du Congo soit menée chaque jour au sommet. Est-ce que cela a nécessité que l'on puisse créer une plateforme Kabila Désir? Non. Les réalisations d'un pays sont normales. Vous me posez une question, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Je vous ai dit, devant le déluge de mensonges, devant un discours de domination, faussement de domination, est-ce que vous avez entendu qu'un jour on a dit que Kabila avait sa place à la CPI, la Cour pénale internationale? Quelle population Kabila a-t-il génocidé pour pouvoir avoir sa place à la CPI? Dites-moi, répondez-moi. Mais vous, les journalistes, vous avez répercuté ça. Il y a un problème. Il y a un problème de fond qui se pose. Alors, il fallait, quelque part, faire de la communication. Quelque part, prendre une initiative. Je vous ai parlé d'un cri de révolte, d'un cri de cœur, d'un homme, d'un groupe d'hommes. Écoutez, madame, lorsque moi, je descends sur un aéroport et que je vois des Congolais de la diaspora venir vers moi, faire des photos avec moi, me dire, monsieur le ministre, après une quarantaine d'années de vie à l'étranger, nous revenons du Congo et on a vu comment ce pays est en train de bouger dans la bonne direction. Dites merci au président Kabila, dites merci au Premier ministre, dites merci au gouvernement. Nous avons décidé de faire nos valises, nous retournons au Congo. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Lorsque j'organise une conférence dans la salle des fêtes de l'ambassade et que les places assises ne sont pas assez suffisantes au point que pendant 3 heures, des Congolais sont debout, des Congolais que je connais, que je ne connais pas. Lorsque vous voyez au piquet de police des Congolaises venir, anonymes, venir m'écouter, et qu'il y a un groupe de 3-4 personnes qu'on appelle des combattants, tentent de les dissuader, et que ces Congolais-là réagissent, ripostent en disant « Laissez-moi partir, écoutez ». Ça veut dire quoi? Ça vous envoie un message qu'il y a quelque part une fausse domination du discours, et qu'il y a un Congo profond, des Congolais qui croient en quelque chose. La ville de Kinshasa où on est, madame, est-ce que vous avez vu, depuis quelques années, il n'y a jamais de files de voitures devant les stations d'essence. Je ne sais pas si vous êtes ici. Le peuple congolais, à vous entendre, c'est comme si le peuple congolais est d'accord avec Kabila Désir, mais l'on vous a vu, monsieur le ministre, travailler avec Mobutu. C'est des histoires. Permettez-moi, monsieur le ministre, d'arriver à la fin. Permettez-moi d'arriver à la fin. Oui. On vous a vu travailler avec M. Mobutu, à qui, je ne dis pas vous mais la population. Mobutu, vous avez quel âge quand Mobutu était au pouvoir? C'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous savez que l'impère, sous l'impère, tout le monde, même dans le ventre de sa mère, était moubutiste, était membre du impère? Je vous le concède. Essayons de lever le débat. Je vous le concède. Alors, posez la question que je réponde. Franchement. Monsieur le ministre, je disais tout à l'heure, vous avez travaillé. On vous a vu travailler avec Mobutu. Mais est-ce que je peux terminer mon idée? Quel membre de la classe politique aujourd'hui n'a pas travaillé sur Mobutu? Dites-moi qui. Justement, écoutez ma question jusqu'à la fin. Je disais, vous avez travaillé avec M. Mobutu, pas vous en tant que Trifon Kinké, mais est-ce que vous savez les Aïrois de l'époque ont demandé 100 ans à Mobutu. Comment? Les Aïrois de l'époque
aujourd'hui congolais, ont demandé 100 ans pour Mobutu. Aujourd'hui, on parle Kabila Désir, aujourd'hui, on parle Kabila Tolembi Yote. Est-ce que c'est vraiment ce Kabila que Tolembi Té, ou bien, comme je l'ai dit dans ma toute première question, on veut se protéger, on veut rester, on veut toujours atteindre un cap, qu'on préfère que le président Joseph Kabila soit toujours là pour que nous puissions nous... entre guillemets, remplir nos poches, Madame, parce que tant qu'il sera là, attendez, nous serons à une certaine hauteur. Madame, vous m'attristez. Je suis vraiment désolé. Vous m'attristez parce que je pensais que c'était un débat assez politique, assez élevé. C'est pourtant une question que les Congolais se posent. Vous êtes ici pour me poser des questions. Laissez-moi répondre. Je vous en prie. Vous êtes chez moi ici. Cette maison était 100 fois plus belle avant Kabila. Et j'ai été ministre pendant 45 jours. 45 jours. Et je n'ai pas été payé. Vous pensez que c'est Mobutu qui m'a donné l'argent pour construire cette maison? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous voulez qu'on élève le niveau du débat, laissez-moi vous dire. Il y a un débat en Afrique qui a lieu sur l'opportunité ou non d'organiser des élections. C'est un débat de fond. Faut-il aujourd'hui mettre 700 millions de dollars dans la démocratie ou mettre 700 millions de dollars dans la prospérité? Voilà le débat. Lors de la sortie de la conférence au fleuve Congo-Tel, la question a été posée. Le président Obama est élu au suffrage indirect. Le président Zuma en Afrique du Sud élu au suffrage indirect. Le président du Nigeria est élu au suffrage indirect. Sont-ils des sous-présidents? Voilà la question. C'est ces débats-là. Et non pas le petit débat en deçà de la ceinture qui ne nous élève pas du tout et qui fait de nous, si vous voulez, le lieu où se racontent des histoires du type Ngadiadia. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, vous avez l'impression de dire à ceux qui vous suivent que par rapport à notre marche vers la démocratie, nous sommes allés un peu trop vite en besogne, il faut reculer. Non, il y a un débat. Il y a un débat qui a lieu ailleurs en Afrique. En France, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Olivier, qui a écrit un livre, qui est un Français, ni vu, ni connu. Il a dit, faut-il, pour l'Afrique, faire partir ce qui ne va pas très bien par ce qui est pire? Voilà la question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays a son contexte, chaque pays a son histoire. Il y a eu un discours de la Baule. Et François Hollande, l'homme de la Baule, a fait une courbe rentrante. Vous pensez que c'était un hasard? Vous pensez que c'était un hasard que le président Obama fasse venir à Washington pendant 3 jours tous les dirigeants d'Afrique? C'est parce qu'il reconnaît en l'Afrique l'avenir du monde. Moi, il y a un type de démocratie, mais c'est un débat qu'il faut peut-être lancer au niveau de l'Afrique. Et le professeur émérite, que vous connaissez tous, Kalachi Bango, a dit, il n'y a jamais eu de coup d'État aux États-Unis. Ce sont les grands électeurs qui élisent le président des États-Unis. Alors, je veux bien qu'on accepte le luxe. Le luxe. Non, on accepte le luxe d'une grande démocratie, allant interroger même nos vieilles mères, nos grands-mères au village qui ne savent ni lire ni écrire, dans des villages où il n'y a ni radio ni télévision, on leur dit, ben écoutez, pour qui vous voulez voter? Et ils vont vous dire, mais je vais voter qui? On ne connaît même pas le programme. Pour que le vote soit valide, il faut que le public soit citoyen. Alors, pour que le public soit citoyen, il faut un certain niveau de communication. Il faut que le corps électoral puisse atteindre un certain niveau. Mais je ne dis pas qu'il faut attendre ça. Je dis qu'il faut lancer les débats. Les débats doivent être lancés. Donc, moi, je dis ceci. La stabilité, la durée, c'est des choses qui sont extrêmement importantes.
Donc, venir dire Mobutu 100 ans, écoutez, personne n'a dit Mobutu 100 ans. Mais je peux vous donner des exemples. Aux États-Unis, on vous a parlé d'un président, Roosevelt, qui a fait 4 mandats aux États-Unis, à la demande du peuple américain. 4 mandats. Et si l'Amérique en est arrivée à la limitation des mandats, parce que ces présidents qui étaient vieux, malades, qui se déplaçaient sur un fauteuil roulant, est mort 1 mois après sa prestation de serment. Et le peuple américain s'est rendu compte que finalement, ils avaient besoin de jeunes, d'un jeune, pour pouvoir faire face à la crise. C'était la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc on avait besoin d'un homme comme ça. C'est pour ça qu'ils en sont arrivés à la limitation des mandats. Qu'en est-il de nos situations ici en Afrique? Kabila, est-il âgé? Est-il malade? Se déplace-t-il sur un fauteuil roulant? Voilà des questions que l'on peut poser, des questions de fond. Maintenant, moi je ne vais pas dire au Congolais il faut absolument celui-ci, il faut absolument celui-là. C'est pour ça qu'on dit il faut donner la parole au peuple. Même en France aujourd'hui. Alors, les débats en France se posent aussi, est-ce qu'il faut donner la parole au peuple? Le référendum, il n'y a pas autre façon pour la démocratie que de laisser s'exprimer le peuple. Monsieur le ministre, nous allons parler maintenant de la révision constitutionnelle. Nous avons suivi parler de Kabila Désir, même si une certaine opinion estime que vous voulez nous ramener, apparemment la question vous énerve, vous voulez nous ramener à l'époque de Mobutu, où vous faites pratiquement le culte de la personnalité. Justement, Kabila Totondi, on a noté. Oui. Il y a une certaine opinion qui estime que plutôt que de parler de débat de fond comme vous le voulez, vous ramenez les gens au culte de la personnalité. Mais non, vous savez, Kabila Totondi, on a noté. Kabila Mposa na isilité. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a là un cœur qui parle? Est-ce que le fait même de venir chez moi, de m'interroger là-dessus, c'est que vous êtes atteint par ces messages? Mais attendez, mais regardez en France, regardez les débats qui ont lieu dans le monde. Nous ne sommes pas un village isolé. Il y a des personnes qui estiment devoir exprimer leur amour. Vous allez interdire à un Congolais de dire son amour pour quelqu'un. Okay. Alors, mais attendez, répondez à la question. Mais sa conviction pour quelqu'un. Mais j'entends qu'on dit aujourd'hui qu'il faut parler de Kabila espoir. Mais nous y sommes. Tout le monde dit Kabila espoir. Enfin, nous on a dit Kabila désir, d'autres disent Kabila espoir. Mais voilà, nous sommes en train de fédérer le Congolais. Nous sommes, si vous voulez, une majorité décomplexée. Alors, monsieur le ministre... Nous sommes une majorité, vous allez me poser la question, une majorité décomplexée. Jusqu'à présent, c'est une certaine opposition qui menait les discours. Et voilà, nous l'avons rejointe et nous l'avons même dépassée. Et je crois même, depuis que nous avons lancé cette campagne, je n'ai pas entendu des gens de l'opposition qui sont des gens mûrs, matures, répondre à cela, réagir à ça. Il n'y en a pas. Et ça montre que, quelque part là, l'affaire est en train Pourquoi la révision constitutionnelle aujourd'hui? D'abord, vous n'avez pas entendu parler de révision constitutionnelle au niveau des Kabila Désir. Et alors, quel est votre point de vue sur ce débat? Ah bon, voilà, ça c'est plus clair. Lorsque la question viendra sur la table, nous aviserons la révision constitutionnelle. Les débats qui a lieu aujourd'hui, que je trouve pertinent, serait celui que le professeur Kalachibango a lancé. Faut-il rafistoler la Constitution ou faut-il carrément rédiger une nouvelle Constitution pour basculer dans une autre République? Je pense que là, nous, au niveau de Kabila Désir, parce que nous voulons être une force de proposition, nous voulons donner du contenu au discours politique qui en manquait désespérément. Nous allons faire des propositions. Mais jusque-là, parce qu'il y a débat, que pensez-vous de ce point de vue-là de la révision constitutionnelle? Mais pourquoi voulez-vous que je pense
que je vous dise quelque chose, je n'ai pas réponse à tout. Donc vous n'avez pas de point de vue sur la révision constitutionnelle. Je n'y ai pas réfléchi. Je n'y ai pas réfléchi. Je n'y ai pas réfléchi. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne réfléchit pas à tout. Moi, je pense qu'au niveau de Kabila Désir, nous sommes d'abord, il faut comprendre la démarche. Nous voulons d'abord dédiaboliser notre président de la République. Nous voulons réhabiliter son œuvre. Nous pensons qu'il y a eu un déluge de mensonges dont nous voulons remettre les choses à plat. Alors, monsieur le ministre, dans la présentation, le confrère Bruno nous a rappelé que vous êtes membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Il y a certains partis de la majorité qui proposent la révision constitutionnelle déjà. Il y a même certains cadres des partis qui sont membres de la majorité qui proposent pratiquement le changement de la Constitution. Et puis, un point de vue du MSR qui est tout à fait contraire. Le débat au niveau de la majorité. Mais vous êtes aussi membre de la majorité. Comment vous gérez ce débat-là, cette situation? Mais vous avez bien dit, je ne suis que membre de la majorité. Je ne suis pas... Membre du bureau politique. Oui, membre du bureau politique, en effet. Mais je ne suis pas le président de la majorité. Je ne suis pas le secrétaire général de la majorité. Je constate qu'il y a effectivement un membre important de la majorité qui émet un autre discours. Mais c'est peut-être signe que la démocratie est une réalité au sein de la majorité présidentielle. Le moment venu, nous avisons, mais à nouveau, il faut me suivre. Je l'ai dit lors de cette matinée scientifique, je l'ai dit, mais au Parti socialiste, à l'UMP, il va y avoir un débat sur les primaires. Pourquoi il y a primaire? Parce qu'il y a contestation d'un leadership au niveau de l'UMP, au niveau du Parti socialiste. Le débat doit avoir lieu. Mais si le débat a lieu et qu'il est démocratique, libre et ouvert, quelqu'un va émerger. Alors, instaurons cette bataille de primaire au niveau de la majorité présidentielle et voyons qui va être élu. Alors, au niveau de l'opposition... Vous avez compris? Donc, qui va être élu? Je pense qu'il y a aujourd'hui débat au niveau des primaires. Eh bien, il n'y a nul doute que Kabila va gagner. Donc, le problème ne se posera pas parce que c'est un débat libre. Et j'imagine que si les MSR, par impossible, maintient sa position, ralliera le camp de la victoire. Et je vais peut-être terminer au niveau de l'opposition. Il y a un député de l'opposition qui a réfléchi pour trouver que, bon, écoutez, en Afrique, si certains présidents s'accrochent au pouvoir, c'est parce qu'ils se sentent insécurisés à la fin de leur mandat. Alors, il propose une loi sur le statut d'ancien chef d'État, une manière de permettre à la majorité actuelle au pouvoir d'être rassuré de sa sécurité. De lâcher son champion. Après de lâcher son champion. Alors, c'est une mauvaise démarche. Une mauvaise démarche ne peut aboutir qu'à de mauvaises réponses. Je pense que le but, ce n'est pas l'inquiétude qu'aurait Kabila au lendemain de sa prise de congé. Ce n'est pas ça. C'est une mauvaise démarche. Je pense que le débat aujourd'hui est de savoir si Kabila a une vision, si Kabila a un rêve, et si cette vision est partagée par le pays, si ce rêve est partagé par le pays. Le problème, ce n'est pas de dire, ah, Kabila a peur, qu'est-ce qu'au lendemain de son départ, il va se retrouver à la CPI. C'est un faux débat. Et je ne peux pas rallier ce débat parce que c'est une mauvaise démarche et naturellement, ça ne peut aboutir qu'à des mauvaises réponses. Monsieur le ministre, les journalistes qui sont devant vous, ce sont des leaders d'opinion et donc les questions qu'ils posent, ce sont des questions que l'opinion se pose et si nous ne vous les posons pas, la même opinion peut nous égorger. Je peux vous répondre là-dessus. Donc, je n'ai pas encore reposé ma question. Je peux vous répondre là-dessus. Je souhaite qu'il n'y ait aucune question qui vous énerve, monsieur le ministre. Non. Oui. Ce que je veux dire, oui, c'est que c'est vous les leaders d'opinion. Et c'est vous qui devez encadrer l'opinion. J'aimerais voir des éditoriaux, des éditorialistes, des éditoriaux conduire
le peuple congolais. Tout à fait. C'est ça qui manque. Merci beaucoup. Nous faisons partie de cette catégorie des bons journalistes qui suscitent le débat et la réflexion. Et ceci m'amène, Monsieur le ministre, à vous dire que je vais peut-être revenir sur certains aspects des questions posées par mes prédécesseurs, mais en adoptant une autre méthodologie pour qui est la détente au cours de cette communication interactive. Monsieur le ministre, mais avant de parler du domaine des télécommunications, la partie qui m'est chère, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on parle de votre passé? Parce qu'un homme politique est constitué de 3 modalités temporelles, le passé, le présent et le futur. Posez la question. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de votre passé? Vous avez été avec Mobutu, on vous a vu sur le Ténuquois, vous étiez porte-parole du gouvernement à l'époque. Aujourd'hui, vous plaidez pour Kabila Désir. Qu'est-ce qui a changé dans votre idéologie? Vous savez, qui vous a dit que je n'aime pas qu'on parle de mon passé? Mon cher Louis d'Or, si vous lisez toute la presse pertinente, je viens de passer une page entière dans Jeune Afrique où la question m'a été posée à Paris sur mon passé. J'ai lu ça à 3 h du matin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'avez pas les réponses sur mon passé? J'ai été qui? J'ai été journaliste comme vous, sous Mobutu. J'ai dirigé l'un des plus grands journaux de ce pays. Le Soft, d'abord Finance, le Soft des Finances et le Soft International. Non, le Soft International, c'est après Mobutu. Bien. J'ai présidé les états généraux de la communication du Zaïre, avec les Mouboyaï, avec d'autres patrons de presse, et j'ai été élu président du comité de suivi, et je n'ai pas encore été destitué. Je suis l'un des pères fondateurs de la loi sur la presse, vous le savez bien. Nous avons tous battu les pavés au Parlement. Voici mon passé. Puis l'AFDEL arrive. Et Likoulia est nommé Premier ministre. C'est à ce moment-là qu'on vient me chercher pour me dire qu'on a besoin d'éléments, de valeurs, 20 environ, ici, qui vont se joindre à 20 autres de ceux qui arrivent. Ils vont former un gouvernement de transition de 40 ministres pour conduire ce pays. C'est comme ça que je vais accepter. C'est ça mon passé moboutiste. Mais est-ce que vous savez que je n'ai jamais prêté serment devant Mobutu? Jamais prêté serment devant Mobutu. Jamais. Donc, j'étais ministre 45 jours chrono. Jamais payé. Posez la question à Ntsinga, Oudjou Ungwankebi Untube. Il est vivant. Il vous dira. Posez la question à Banzamou Kalaïnsungu. Il faisait partie du même gouvernement que moi. Je peux en citer d'autres. Donc, voici mon passé moboutiste. Merci. Merci, 45 jours chrono, et j'ai quitté cette maison où vous trouvez le samedi à l'arrivée de l'AFDEL, quand le général Maïl a été tué. Ce sont mes journalistes qui m'ont évacué d'ici. Ils sont là vivants. D'accord, je vous relance. Attendez, je termine. Je me retrouve en Europe avec d'autres mouboutistes. C'est qui? Les Mokolo Wapombo, les Kengo, les Tambwe Mwamba, les Olivier, comment il s'appelle, Ndundo Bunonga, beaucoup d'autres. Et puis, là, on s'est dit, il faut réagir, sauver le pays. Nous nous retrouvons là, on fait des réunions avec les Kamanda. Kamanda, beaucoup de gens qui sont Bekiakoumou ici, beaucoup de gens. Et puis, certains d'entre eux commencent à revenir ici. Et moi, je ne reviens pas. Et puis, quand la rébellion arrive, je suis happé par la rébellion. Je me retrouve là, avec les Tambwe Mwamba, avec les José Ndundo, avec les Lambert Mende, avec d'autres. Pourquoi vous ne leur posez pas la question? Nous nous retrouvons à Goma. Et puis finalement, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, sont chassés par la rébellion. Je suis le seul de l'Ouest qui reste là-bas. Le seul. Et lorsque nous allons au dialogue intercongolais, et je suis porte-parole de la rébellion du RCD. Et le dialogue intercongolais échoue. Entre les deux dialogues, Sun City et Pretoria, je me retrouve en Belgique. C'est à ce moment-là que les RCD seront coupables d'assassinat, de meurtre, de policiers qui s'engagent. Je démissionne. Et donc je ne fais pas partie de l'accord
de partage du pouvoir. Et on me dit, vous m'avez demandé, vous voulez que je vous parle de mon passé. On me dit, si vous étiez à Goma, vous seriez aujourd'hui l'une des personnalités phares. Je me dis, Dieu est avec moi. Et comme je n'avais pas d'accès ici, je me retrouve à nouveau à Goma, puis je me retrouve à Kigali, où je travaille jusqu'au jour du massacre de Katumba, quand je rencontre Rouberois, que je connaissais à Goma, et que je reviens à Kinshasa. Voilà mon histoire. Alors, mouboutistes, oui, tous vous avez été mouboutistes. Parce que tous... Maintenant, vous êtes kabiliste. Et vous êtes kabiliste, oui ou non? Non, moi je ne répondrai jamais à cette question. Attendez, vous travaillez quand même avec des kabilistes notoires. Mais je suis journaliste. C'est ça, c'est ce qui est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est en première ligne, on est vu que mieux que vous. Mais peut-être vous en tirez plus profit que nous. Quelqu'un me disait hier cela. Vous travaillez avec des kabilistes notoires et vous dites que vous n'êtes pas kabiliste. Elle travaille dans une télévision qui est kabiliste notoire, elle dit qu'elle n'est pas moboutiste. Il y a un problème. Monsieur le ministre, je n'ai pas répondu à la question. J'ai dit que je préférais être neutre pour rester dans l'éthique de ma profession. Mais je vous remercie quand même parce que... Vous travaillez dans un média qui a une coloration. Oui, là n'est pas le problème, monsieur le ministre. Je vous remercie parce que vous avez... Vous ne pouvez pas passer aujourd'hui dans ces médias un discours d'opposition. On est d'accord, oui ou non? C'est comme ça. C'est ça la clarté. Tout à fait. Monsieur le ministre, j'ai dit que la question vous a permis d'édifier l'opinion sur les préjugés négatifs, peut-être à tort, que les gens développaient sur vous. Et c'est une très bonne chose que vous acceptiez ce genre de questions. Alors, on va fermer la page. Je n'ai jamais refusé ce genre de questions. Merci, monsieur le ministre. Alors, revenons maintenant à la fibre optique, monsieur le ministre. Je vous en prie. Je voudrais d'abord... saluer les efforts que vous avez fournis comme membre du gouvernement pour l'avènement de la fibre optique, qui est même l'objet de mes recherches doctorales. C'est une très bonne chose. Mais curieusement, lorsque vous en parlez, c'est comme si c'était votre nouveauté. Vous oubliez que depuis déjà 1990, sous Mobutu, le projet était déjà là, bien qu'il n'ait pas abouti à cause justement de tout ce qu'on a eu comme secours sur le plan politique. Pourquoi vous avez toujours tendance à oublier le passé et les efforts des autres, ceux qui vous ont précédé à la tête de ce ministère, même si vous avez fait le meilleur de vous-même pour l'avènement de la fibre optique, qui est même la condition de l'industrie de l'information en RDC. C'est ce qu'on appelle littéralement un procès d'intention. Vous pouvez me donner une citation dans laquelle j'aurais dit que la fibre optique, c'est mon enfant et que personne d'autre avant n'a fait quoi que ce soit. Je vous mets au défi. Ça, c'est vraiment le type de procès d'intention. Louis d'Or, il y a la continuité des services publics de l'État. Voilà. Quand je suis arrivé à Mwanda, eh bien, le chef de l'État avait déjà fait venir le bateau câblier, que Télé 50 avait montré. On avait déjà commencé une cabane que le chef de l'État a ordonné qu'on détruise. Quand je suis arrivé, au même moment où j'arrive, il y avait la réunion d'Afrique du Sud, du Cap, où tous les pays, sauf nous, avaient basculé dans le projet fibre optique. Et nous étions les grands absents. C'est-à-dire que des efforts avaient été faits, ils n'avaient pas abouti. Nous avons repris ces dossiers. Mais il y a eu une remise et reprise. Comment vous pouvez me faire un tel procès d'intention ? Monsieur le ministre, mais vous faites bien de répondre à la question. Vous édifiez. Justement, je vous dis que nous sommes des porte-parole, n'est-ce pas, de l'opinion, et vous édifiez mais cette ceux qui vous là, de ces intentions-là, qui vous envoie des questions qui ne sont pas pertinentes, ou c'est vous qui les inventez? Alors, non, monsieur le ministre, toute question vaut sa réponse. Alors, venons-en maintenant à la 3G. Quelle en est l'état des lieux? Parce que déjà, on parle de la 4G, oui. Bon, la 3G est une opération qui a beaucoup marché. La 3G, je suis arrivé, la question m'a souvent été posée au Parlement, je suis arrivé à nouveau, continuité des services de l'État, j'ai trouvé que mes prédécesseurs avaient déjà négocié avec les opérateurs sur les prix, 15 millions de dollars. Mais ils n'avaient pas vendu ça. Si vous voulez, je suis arrivé et je me suis posé la question sur la pertinence de fixer à 15 millions de dollars si vous voulez, le produit 3G.
Et j'ai négocié avec les opérateurs. Les opérateurs étaient prêts à passer de 15 millions à 30 millions, à condition qu'ils aient une licence perpétuelle. C'est-à-dire que si demain, on avait la 4G, ils ne paieraient rien. Si demain, on avait la 5G, ils ne paieraient rien. C'est quand même essayer de vendre l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors, j'ai dit non, ça ne marche pas. À nouveau, la question se pose aujourd'hui dans l'opinion. Pourquoi avoir vendu à 15 millions de dollars? Bon, j'ai dit, d'abord, il y a eu un accord entre les opérateurs et mes prédécesseurs. Ensuite, la question de fond, c'est la capacité du Congolais à communiquer. Parce que la 3G, ce n'est pas des appels voix. La 3G, c'est le téléchargement, ce sont les datas. Combien d'entre nous, depuis ce matin, ont chargé, ont téléchargé? Combien d'entre nous ont téléchargé des livres, des films et des vidéos? Combien? C'est ça la 3G, le haut débit. Bon, les gens vont à l'Internet, ils se connectent et voilà. Donc, ces fonctions, je l'ai à nouveau expliqué lorsque des questions ont été posées en Europe sur RFI, j'ai dit, quand j'ai fait venir RTL, je lui ai dit, nous avons un parc abonné de 8 millions, vous, RTL. Eh bien, RTL me dit, écoutez, Excellence, oui, d'accord, 8 millions. Mais nos 8 millions sont financés par le million d'abonnés du Gabon. C'est-à-dire qu'au niveau du Gabon, oui, il existe RTL, l'abonné travaille plus avec son téléphone que le Congolais. Je ne vais pas dire que le Congolais passe son temps à biper, mais on peut considérer cela. Alors, donc, mais tout ça est à vérifier, parce que les opérateurs ne sont pas des enfants de cœur. C'est pour ça que l'ARPTC est là pour travailler. C'est pour ça qu'on nous a mis en place un consortium Agilis Entreprises Télécom. C'est pour ça qu'il faut faire exercer le travail de gendarmes au ministère. Parce que ces gens-là, on ne peut pas les laisser comme ça. Ce n'est pas des enfants de cœur. Oui. Monsieur le ministre, je voudrais parler du droit à la connectivité, une notion que vous maîtrisez très bien. Comment voyez-vous l'ambivalence de cette nouvelle technologie qu'est la fibre optique? L'ambivalence, c'est-à-dire le choc entre l'info-obésité, c'est-à-dire la possibilité qu'a une minorité d'avoir accès à l'information, et la cyber-exclusion, cette malchance qu'a la majorité, malheureusement, de ne pas avoir accès à l'information, tout simplement parce que l'accès à la fibre optique, je voudrais dire, ne sera pas un acquis pour les Congolais moyens. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Oui. C'est la situation d'hier. Mais nous avons ce qu'on appelle le plan de déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du pays, le backbone. Si vous venez à mon cabinet, je vais vous montrer. Voilà. Le Congo, à terme, va être noyé sous la fibre optique. C'est-à-dire, on sera un pays intelligent, on sera un pays interconnecté. Mais pour ça, il faut des fonds, non seulement publics, mais aussi privés. Il faut construire des rings métropolitains. Vous savez, si vous allez dans des pays, je ne vais pas en citer, vous allez vous énerver, qui nous entourent, vous allez voir que le WhatsApp, par exemple, est partout, dans la voiture, partout. Pour que vous puissiez avoir accès à ça, eh bien, aujourd'hui, à Kinshasa, vous devez être connecté. La connexion n'est pas partout. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire de ces pays un pays intelligent, noyé par la connectivité. Et pour ça, il faut des fonds importants. Mais c'est vrai que nous sommes un sous-continent. Là où d'autres doivent construire 1000 km de fibres optiques, nous en construisons, nous, 34 000 km de fibres optiques. C'est énorme. Donc, ce que vous êtes en train de signaler là, le fossé a été une réalité hier. C'est peut-être encore une réalité aujourd'hui, mais ça ne sera jamais une réalité demain. Avec les villes modernes que nous sommes en train de construire, comme Bukangalonzo et d'autres, eh bien, ces villes-là, comme Cité d'Oasis, comme d'autres cités modernes, eh bien, ces villes-là vont vivre, n'existant jamais sans fibre optique, sans connectivité.
Monsieur Kinké Moulumba, vous êtes ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies. Le mois de juin de l'année prochaine, c'est le délai accordé à toutes les chaînes de télévision œuvrant en République démocratique du Congo d'accéder à la TNT, télévision numérique terrestre. Et quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Les avantages, c'est d'abord, hier, vous aviez le téléphone analogique, les télécelles. Aujourd'hui, vous avez les téléphones digitales. C'est la modernisation, simplement. C'est la qualité. L'image de la télévision hier était une image un peu quelconque. Aujourd'hui, vous avez la netteté. Donc, nous sommes en train d'aller vers la modernité. Mais aussi, l'autre avantage, c'est que avec la migration vers la TNT, vous libérez un espace important dans ce qu'on appelle le spectre. Et cet espace libéré va servir justement à l'exploitation par des opérateurs, à la téléphonie mobile ou à d'autres fonctions. Donc, si vous voulez, l'analogique prend tellement d'espace, c'est un peu comme une voiture d'il y a 20 ans, 40 ans. Elle a besoin d'avoir énormément de carburant pour se déplacer, qui fait beaucoup de bruit, de nuisances, alors que la voiture moderne, elle n'a pas besoin de beaucoup de carburant, elle glisse. Simplement la modernité. Mais ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. C'est une décision qui est prise à nouveau au niveau planétaire, parce que c'est l'UIT qui gère tout ça. Lorsque le monde entier décide qu'il faut basculer dans la télévision numérique, nous n'allons pas être le trou noir du monde. Est-ce que vous avez tenu compte du pouvoir d'achat de la population? C'est toujours les mêmes questions. Ah, oui. Madame, regardez, pensez-vous que vous êtes une sous-femme sur cette terre des hommes? Mais vous êtes une journaliste du même niveau qu'une journaliste à Washington, qu'une journaliste à Paris, qu'une journaliste à Bruxelles ou à Londres. Pensez-vous que vous avez besoin d'avoir, je veux dire, une technologie en deçà, alors que d'autres auraient une technologie au-delà? Regardez notre boulevard. Est-ce que nous avons besoin d'avoir ce boulevard-là? Dites-moi non, je vais vous comprendre. Mais si on a besoin d'avoir ce boulevard-là, si on a besoin d'avoir des routes, si on a besoin d'avoir des bus qui passent toutes les 10 minutes, si on a besoin d'avoir, si vous voulez, des feux rouges, il faut de la technologie, parce que ces feux rouges, à nouveau, c'est la fibre optique pour qu'ils fonctionnent toutes les 3 minutes, par exemple. Bref, allez à Singapour, allez à l'île Maurice, vous voyagez souvent. Pourquoi voulez-vous que d'autres hommes sur la terre aient accès à la modernité et que nous puissions vivre comme l'homme de la caverne? C'est ça la question. Parlons maintenant de votre bras de fer avec StarTime, que vous avez retiré le titre d'exploitation. Et vous les accusez de fonctionner illégalement en République démocratique du Congo, et 8 mois après que vous avez fait ces constats. Est-ce que c'est normal? Le ministre des télécommunications n'est pas partout. Il y a des organes en deçà des ministères. La régulation, à nouveau. Dans le domaine des médias, vous avez un régulateur qui s'appelle le CSAC, qui émet ce qu'on appelle des avis de conformité. Mais je ne suis pas le président du CSAC. C'est à ces guichets-là que frappe quelqu'un qui veut opérer dans le secteur des médias. Ce n'est pas à mon cabinet. Bien. Ces candidats StarTime se présentent au guichet du CSAC, du régulateur. On lui refuse l'avis conforme. On dit la forme corrompt le fond. La forme tient le fond en état. Alors, malgré tout, d'après ce que j'ai compris, il organise un passage en force.
il va voir le régulateur des télécommunications, l'ARPTC. Et là aussi, on lui refuse la licence. On lui refuse la licence. Malgré tout, il fonctionne. Il brandit quoi? Une lettre. Madame, nous ne sommes pas une république bananière. Une lettre. Une lettre personnelle, rédigée par qui? Le président de la régulation des télécoms. Et la régulation a été conçue de telle manière qu'elle ne peut fonctionner qu'en collège. C'est-à-dire qu'il faut une décision motivée du collège, approuvée par le ministre des télécommunications, publiée au journal officiel. Ça, c'est au moment-là que la décision devient une sorte de loi. Posez la question à StarTime. La lettre qu'il brandit aujourd'hui, a-t-elle été publiée au journal officiel? C'est ça qui dit la loi? Non. Alors, maintenant que le régulateur des médias voit ça, allez poser la question à l'abbé Bahala. Laissez-moi vous raconter. Voit ça. S'ils ne font pas leur travail, allez leur poser la question. Ce sont vos collègues qui sont là-bas, au CESAC. Peut-être que vous voulez voir quelqu'un partir de CESAC pour que vous puissiez prendre sa place. C'est possible. Attendez, laissez-moi terminer, c'est important, cher ami. Donc, ils voient qu'ils n'ont pas l'avis de conformité. Et malgré tout, ils travaillent. Ils m'alertent. Eh bien, moi, je ne suis pas un gendarme. J'écris aux autorités. Ça prend le temps que ça prend. Nous disons à StarTime qu'il n'a pas les papiers qu'il faut. Eh bien, StarTime continue, si vous voulez, à rouler le public congolais. Il dit non, rien ne se passe, circuler, il n'y a rien à voir ici, tout se passe bien. Il brandit un florilège de taxes qu'il aurait payées. Mais vous savez comment ça peut fonctionner en Europe, ici ou ailleurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut aller à la Cour suprême. Le Premier ministre décide qu'il faut aller à la Cour suprême. Mais malgré tout, StarTime continue de fonctionner. Nous faisons des réunions de crise avec le Premier ministre, mon collègue des médias et moi-même. Nous décidons, nous signons une lettre. Une seule lettre du ministre de la République suffit. Mais là, pour bien faire les choses, nous sommes à deux à signer. Nous disons, demain, samedi, vous devez arrêter. Mais il fonctionne. Il nargue le pouvoir. Il nargue l'autorité de l'État. Ça n'existe nulle part. Madame, pensez-vous qu'un Congolais peut aller en Chine, après qu'un ministre chinois ait pris une décision, que lui, le Congolais, homme d'affaires soit-il, puissant soit-il, organise une contre-conférence de presse? Ah, ça c'est vous qui le dites. Monsieur le ministre, permettez que je rebondisse quand même si on est à 3 minutes de la fin de l'émission. Je vous en prie. On vous a vu quand même développer une haine viscérale à l'endroit de StarTime qui est pourtant... Mais ça, c'est quand même pas possible. Laissez-moi terminer. Vous avez vidé... Vous avez de gros mots. Vous avez vidé toutes les flèches pour tirer sur StarTime. Qu'est-ce qui se cache derrière cette vitalité vraiment extraordinaire du ministre Kinki Mulumba? Le rétablissement... par rapport à l'endroit d'un opérateur qu'il était plutôt censé protéger. Alors, franchement, je ne comprends pas. Je m'époumonne à vous expliquer que ce monsieur n'a pas obtenu l'avis conforme. Qu'est-ce que je dois faire encore pour vous dire? Et je m'époumonne à vous dire que nous ne sommes pas une sous-république. Que le premier guichet lui a refusé les documents. Et vous dites que je dois protéger un tel opérateur. Franchement, il faut qu'on se mette d'accord sur les b.a.-ba, de quoi nous parlons. Il n'a pas l'avis de conformité du CESAC, mais il tombe sous le coup de la loi. Il s'organise pour avoir une lettre de mon régulateur, une lettre qui est illégale. Et madame a compris en disant, c'est la faiblesse du gouvernement. Justement, c'est pour ça que le Premier ministre a convoqué une réunion de crise pour dire, ça ne peut pas marcher comme ça. Et nous voulons restaurer l'autorité de l'État. C'est ça. Donc vous dites, c'est de la haine. C'est pas de la haine. Monsieur, retirez ce mot quand même. C'était une question. C'était là les dernières nouvelles du front entre le ministère de PT-Antic et StarTime. Et donc, vous voulez ici préciser à l'opinion que nous attendrons la décision de la Cour suprême et qu'au même moment, StarTime doit arrêter. Non. Écoutez, d'après ce que j'ai compris, c'est que
l'ARPTC, les régulateurs, étaient injoignables pendant 3-4 jours, ce qui est anormal. Ils ne répondaient pas aux appels du Premier ministre, ce qui est anormal. Le Premier ministre a malgré tout réuni autour de lui ces 2 ministres en charge des médias et des télécommunications et le CESAC. Et là, la décision a été prise que si ce jour-là, à 18h, StarTimes n'avait pas cessé ses activités, des sanctions plus lourdes allaient être prises à son encontre. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est ça ce qui fâche. C'est que StarTimes, au lieu de prendre le signal sur les sites de tout le monde, a préféré délocaliser ce signal. Vous savez, sur son propre site privé, c'est-à-dire auquel l'État congolais n'a pas accès. C'est-à-dire qu'à tout moment, un opérateur privé peut décider d'émettre n'importe quoi sans que l'État n'ait l'emprise sur ces sites. Et c'est ce que vous voulez... Et autre chose, la loi dicte bien que la licence est individuelle, personnelle, elle n'est pas accessible. Dans le cas d'espèce, elle a été cédée. Alors, c'est pour ça que nous avons dit, pour calmer les choses, que la Cour suprême arbitre ces problèmes. Mais entre-temps, nous, en tant que pouvoir réglementaire, nous agissons. Pouvoir de police, nous agissons. Et c'est moi qui suis le gendarme des télécommunications. J'agis. Il n'y a pas d'haine. Merci beaucoup, M. Trifon Kinké Moulumba, membre du bureau politique de la majorité présidentielle, président fondateur du Parti pour l'Action, ministre des PT Antiques, qui était en face... Et président de Kabila Désir. Et président fondateur, initiateur de Kabila Désir, qui était en face ce soir de Hilda Odia de CCTV, Ludo Balekelai de la RTNC, Jolie Dioka de Télé 50, John Omombo Chomba de RTVS 1 et votre serviteur. D'ici là, portez-vous bien. Nous prenons rendez-vous avec vous, chers téléspectateurs, pour d'autres occasions pour cette communication événementielle. Merci et au revoir.